PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous immobilier, 100% immobilier, jeudi 10h sur Sud Radio comme tous les samedis. Aujourd'hui, tiens, on va parler de votre consommation d'électricité, d'énergie en général. Comment avez-vous réduite? Comment l'avez-vous gérée? On en parle à votre invité. Tout de suite, place aux dernières actualités de la semaine. Big Mad, les bâtisseurs ont leur maison présente. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal de l'immobilier avec Marc Ezrati. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On démarre ce journal avec une étude de l'INSEE qui tord le cou à une idée reçue concernant les résidences secondaires en Bretagne. Et oui, Jean-Marie, contrairement à une idée répandue, les résidences secondaires en Bretagne ne seraient pas détenues par des Parisiens qui feraient flamber les prix et empêcheraient les Bretons de se loger dans leur belle région. Les résidences secondaires en Bretagne sont détenues en majorité par des ménages plutôt aisés et âgés, selon l'INSEE. Ainsi, 43% des propriétaires de résidences secondaires ont leur résidence principale également en Bretagne et très majoritairement dans le département où ils vivent, contre 30% de franciliens. Les propriétaires étrangers, quant à eux, sont ultra minoritaires. 1% en Bretagne, 8% pour l'ensemble du pays. Plus de la moitié sont des Britanniques. Écoutez, comme quoi ça tord le cou effectivement aux idées reçues. Autre actualité, c'est celle du fisc qui met le paquet pour traquer, grâce à l'intelligence artificielle, les PIN qui n'ont déclaré. L'enjeu, ce sont des millions via foncière. Exactement. L'administration compte repérer entre 80 000 et 100 000 piscines non déclarées cette année, en plus d'1 000 dénichés en 2022. Au total, c'est 50 à 60 millions d'euros que devront rentrer dans les caisses de l'État dans le cadre de la collecte de la taxe foncière, car le fisc part du principe que la piscine augmente la valeur de la maison et donc de la taxe foncière. Oui, logique. Et la nouveauté, c'est qu'en plus des piscines, le fisc veut désormais débusquer, toujours grâce à cette intelligence artificielle, les extensions de maisons. On parle de quoi là ? Eh bien, de constructions habitables fermées de plusieurs dizaines de mètres carrés au sol, rattachées pour la plupart à une maison qui est une structure d'habitation et qui nécessiterait une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire selon leur superficie. C'est le cas, par exemple, des vérandas, mais aussi des abris de jardin mis à la taxe d'aménagement et à la taxe foncière qui, rappelons-le, ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. Allez Marc, on poursuit avec la fronde de propriétaires immobiliers contre la hausse de la taxe foncière justement. Et à l'instant, eh bien c'est le cas à Lyon de la fronde. Et oui, l'Union des propriétaires immobiliers de Lyon a saisi le tribunal administratif pour contester la déclaration des villes augmentant de 9% la taxe foncière. Pour les propriétaires lyonnais, cette délibération est juste et contraire à l'égalité devant l'impôt, car elle toucherait, selon eux, dans un même mouvement, propriétaires occupants et non occupants, qui ne bénéficient pas de services et d'équipements collectifs, alors que les locataires lyonnais en profiteraient gratuitement. Pour mettre un peu plus la pression, l'Union des propriétaires immobiliers de Lyon a lancé ces derniers jours une pétition en ligne. Allez, on termine avec cette actualité. C'est la maison japonaise de Kenzo. Elle est en plein Paris et elle est en vente. Et cette maison est située à 2 pas de la place de la Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est une véritable maison nippone qu'on n'imagine pas en plein Paris et qu'on ne distingue pas de la rue, nichée au cœur d'un pâté d'immeubles. Cette maison de quand même 1300 mètres carrés dispose également d'un magnifique jardin japonais. Sur 3 étages, cette villa propose pas moins de 18 pièces, dont 7 chambres, mises en vente par Christie's. Le prix de la maison de Kenzo n'a pas été communiqué, mais il pourrait atteindre des sommets. On parle de 13 à 15 millions d'euros. Oui, facilement, oui, effectivement. Ça, c'est un petit paradis perdu en pleine capitale. Ça paraîtrait logique. Merci Marc Ezrati. Restez avec nous dans un instant. Place à la consommation d'énergie dans le Mac de la semaine avec notre invité. On va voir comment vous avez essayé de joindre les deux bouts en baissant votre consommation d'énergie cet hiver. On en parle avec notre invité. Je rappelle que vous pouvez à tout moment, d'ailleurs, nous avez 826 300 300. Vous avez une question à nous poser, un problème à régler en termes d'immobilier. On est là pour vous aider avec Laetitia Caron notamment. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur
Clio.com. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On parle IMO jusqu'à 10h avec Marc Ezrati qui est toujours là. Et cette semaine, dans le Mac de la semaine, on parle consommation d'énergie et gestion de la consommation d'énergie par les ménages, par vous en fait qui nous écoutez. Comment vous êtes débrouillés cet hiver alors que ça a augmenté? On accueille notre invité Bruno Capdordi. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président Home et Distribution chez Schneider Electric. Vous êtes là pour nous parler justement de notre consommation. Vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Bruno Capdordi. Alors, votre société Schneider Electric a interrogé les Français sur leur gestion de l'énergie lors de cet hiver annoncé comme exceptionnel. Les trois quarts des Français disent avoir changé leur habitude. Quelle bonne pratique est-ce qu'on a observé chez les Français pour limiter leur consommation? 4 bonnes pratiques. La première, c'est la baisse de la consommation en changeant les ampoules en passant à la LED, qui permet de baisser la consommation de l'éclairage. Deuxième grande pratique, c'est surveiller son compteur d'énergie, regarder comment vous consommez et donc ajuster sa consommation en fonction de celle qu'ils observent. Troisième pratique, c'est forcément baisser le chauffage et la température pour essayer de faire des économies. Et la quatrième bonne pratique, c'est l'installation de thermostats connectés, de systèmes de pilotage du chauffage dans le logement. Alors, la motivation première dans cette étude montre que les Français, c'est quoi? C'est le facteur économique, bien sûr. Et la raison écologique arrive loin derrière. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de pédagogie en France pour accompagner les Français dans la transition énergétique? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de la trajectoire sur laquelle nous sommes lancés. Aujourd'hui, on le voit, on est sur une trajectoire de réchauffement climatique qui est assez problématique, qui engendre pour l'instant des petites conséquences, demain des très grandes conséquences. Et donc, en effet, il y a un manque de pédagogie au travers de la transition énergétique. Quels sont, Bruno Capdordi, les bons conseils à donner à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio pour d'ores et déjà anticiper l'hiver prochain? Il faut absolument commencer à regarder où vous avez consommé l'hiver dernier. Et donc pour ça, on le voit, les fournisseurs d'énergie permettent de regarder les différentes répartitions dans votre logement. On le sait en moyenne, en France, 62% de la consommation c'est le chauffage, 12% c'est l'eau chaude sanitaire, 19% c'est les prises. Donc la priorité, c'est de travailler sur le chauffage. Pour travailler sur le chauffage, extrêmement simple, on commence par équiper son logement de systèmes de pilotage, donc baisser sa consommation en pilotant mieux son chauffage, pièce par de préférence. On a une application qui s'appelle Wiser, qui permet de le faire. D'autres fabricants ont également des solutions. Et sur ce système de pilotage, on peut également piloter le ballon d'eau chaude et donc réconcilier les heures creuses, là où l'énergie est moins chère, avec justement le chauffe de l'eau. Et donc ça permet aux particuliers d'éviter de dépenser de l'énergie quand l'énergie est très chère. Alors, en dehors de ces outils de pilotage, est-ce qu'il y a d'autres innovations qu'on a vu arriver qui vont permettre aux Français de faire des économies d'énergie? Bien sûr, aujourd'hui, quand vous êtes un Français et que vous voulez faire des économies d'énergie, vous avez le véhicule électrique qui permet quand même de se transporter de manière décarbonée et en faisant des économies. On a des bornes maintenant électriques qui sont connectées, donc qui vont vous permettre de recharger votre véhicule électrique quand l'énergie est pas chère. On a également des systèmes qui vont vous permettre de produire de l'énergie et donc de réconcilier la production d'énergie en fonction de votre consommation. Et tout ça, c'est pied grâce à des systèmes tels que Wiser. Enfin, vous avez quand même des gestes qui sont plus complets, qui sont autour de l'isolation, du changement de fenêtre, qui sont également des gestes qui permettent aux Français de faire des économies d'énergie. Alors, ces équipements, combien ça coûte et quelle est leur rentabilité? Quand on parle de système connecté, un système qui permet de piloter le chauffage et l'eau chaude sanitaire, posé par un professionnel, c'est à peu près 800 € pour une maison de 4 à 5 pièces. Quand vous êtes sur un appartement, vous allez descendre sur des systèmes qui sont entre 300 et 400 €. Si vous rajoutez une borne de véhicule électrique connectée, vous allez rajouter à peu près 300 à 400 € sur cette borne de véhicule électrique. Après, un système d'autoconsommation, c'est un système qui est beaucoup plus robuste. Ça s'installe principalement sur des maisons individuelles. Et en fonction des fournisseurs d'énergie, vous allez avoir des prix qui vont varier entre 7 000 €. 7 000 et 10 000 quand même. Voilà. Donc vous avez plus sur le long terme. C'est parce qu'on voit les panneaux photovoltaïques, par exemple, installés. On voit pas mal de promotions en ce moment dans les pubs à la télé.
L'autoconsommation, c'est une rayure à la crise de l'énergie? C'est l'une des réponses aujourd'hui. Vous le voyez, la trajectoire est telle qu'on doit démultiplier les solutions qui vont nous permettre de baisser la consommation dans les bâtiments, dans les logements. Bâtiments, logements dans le monde, c'est 40% de la consommation énergétique. Aujourd'hui, si on veut atteindre une trajectoire qui nous permet de réduire le réchauffement climatique, il faut qu'on pilote la consommation. Ça permet de gérer 30% d'économie d'énergie. Donc on pourrait, en fait, si on utilisait les technologies actuellement disponibles, baisser de 12% la consommation d'énergie dans le monde. Ah oui. Donc c'est pas rien. c'est assez simple de mettre en place immédiatement ces mesures-là. Et l'autoconsommation fait partie des solutions. On rappelle la définition de l'autoconsommation. L'autoconsommation, il y a deux méthodes. Soit vous consommez intégralement la production que vous produisez sur votre toit, dans votre maison, soit vous produisez plus que ce dont vous avez besoin, vous consommez une partie et vous revendez une partie. Et c'est là que associer autoconsommation et système de pilotage est malin, parce que vous allez dire... Je déclenche mon ballon d'eau chaude quand je produis, puisque le soleil, c'est entre 9h et 17h. Vous produisez quand vous n'êtes pas à la maison, donc il faut piloter. Effectivement. Merci pour tous ces éclairages, sans mauvais jeu de mots. Bruno Capdordi, tout de suite, écoutez, tous les chemins mènent à l'immobilier sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Chaque semaine, on vous présente un parcours qui, de manière plus ou moins probable, a conduit notre invité à se diriger vers l'immobilier. Cette semaine, on est avec Michael Elegouarche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un ancien animateur nature, vous êtes devenu conseiller immobilier, vous êtes invité de Marc Ezrati. Michael, bonjour, vous avez 44 bonjour, ans, l'Orientais d'origine, vous êtes marié et père d'une ado de 12 ans. Avant d'embrasser une nouvelle carrière dans l'immobilier, on l'a dit, vous avez une riche expérience. Après des études dans la gestion et la protection de la nature, vous avez exercé comme animateur nature dans plusieurs réserves naturelles, en Bretagne bien sûr, mais aussi au Portugal et en Belgique. Qu'est-ce que vous retenez de cette période ? Alors, qu'est-ce que je retiens de cette période? Des très 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 grandes expériences effectivement que j'ai pu mener. Je garde en mémoire notamment de belles rencontres avec de nombreux acteurs impliqués dans la protection de la nature. Je garde également en tête des lieux uniques où j'ai pu avoir l'occasion de travailler, où la nature sauvage est préservée. Je garde en mémoire aussi de belles scènes de nature assez spectaculaires à mon niveau, comme un vol stationnaire de vautours fleurons que sur le bord du Douro, quand j'ai travaillé dans ce parc naturel du Douro International au Portugal. Alors, on le sait, vous êtes, et on le sent, amoureux de la nature. Vous rejoignez ensuite l'île de Berder, c'est dans le golfe du Morbihan, où vous intéressez sur le public pour les sensibiliser à la flore et au patrimoine local. Suit alors aussi une longue carrière dans la vulgarisation scientifique en direction des jeunes publics. Le contact avec les gens et avec les enfants, c'est un moteur pour vous? Oui, c'est un moteur pour moi dans mon quotidien. J'ai toujours été curieux et passionné de nature. J'ai adoré pendant cette période d'ailleurs faire découvrir au jeune public notre patrimoine. Les échanges avec les jeunes publics sont toujours passionnés et passionnants. De toute façon, ce sont eux qui seront ces générations qui seront notre relève pour assurer la préservation de notre environnement plus tard, évidemment. J'ai adoré apporter mes connaissances naturalistes à un jeune public qui est très demandeur. Mais je suis fier d'avoir fait d'ailleurs naître des vocations chez certains d'entre eux. Alors justement, Michael, après ces 25 années de passer dans l'animation net auprès des enfants, pourquoi vous avez fait le choix de changer de métier pour devenir conseiller immobilier? Eh bien, il y a un peu plus d'une dizaine d'années de cela, avec ma femme, nous avons acheté une maison proche du bourg de Pluneret. On a eu un coup de cœur pour une petite maison en pierre, du type maison de pêcheur, à côté du bourg de Pluneret. On a entrepris petit à petit de la rénover et je suis très rapidement... vous êtes fait mort par l'immobilier, tout simplement, vous êtes tombé dedans. Ouais, je suis tombé dedans par la force des mains. En travaillant sur cette maison, et puis petit à petit j'ai commencé à m'intéresser aux annonces immobilières sur ce type de maison, les magazines, les sites de rénovation. De toute façon, les perspectives sur ce type de rénovation sont vraiment très variées. On est dans une région avec un patrimoine qui est très riche, et j'ai pu avoir l'occasion de voir certaines rénovations vraiment très impressionnantes par c'est comme ça que vous êtes tombé amoureux de l'immobilier. Vous regrettez pas, en un mot? Ah non,
Non. Ce cri du cœur. Mais écoutez, on vous souhaite une excellente continuation. En tout cas, bravo. Et bravo pour cette reconversion, Michael. Et les Gouarches, profitez-en bien quand même. Ça faisait envie ce que vous nous racontiez. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous avez un problème de logement, un problème d'immobilier avec un appartement ou une maison, propriétaire ou locataire. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Laetitia Caron est là pour répondre à vos questions dans un instant. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h, comme chaque samedi, avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron. Également, bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Chaque semaine, on est là pour vous aider, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous nous laissez même vos messages. Vous avez un problème d'immobilier. On est là avec Marc et Laetitia pour vous le régler. Et aujourd'hui, on est avec Nicolas qui a contacté le standard de Sud Radio. Salut Nicolas. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous laisse avec Marc Ezrati. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Oui, bonjour Marc. Je vous appelle puisque j'ai entendu il y a 2 semaines, lors de l'émission Coup de cœur à Seignos, qu'il pouvait être intéressant de mettre son bien en location lorsqu'on part en vacances. Et du coup, je m'interroge à ce sujet actuellement. Écoutez, on va s'enseigner avec Laetitia. D'ailleurs, bonjour Laetitia. Bonjour. Nos coups de cœur ont du succès, puisque Nicolas nous a appelé après un coup de cœur. Vous aviez déjà abordé le sujet de la location saisonnière il n'y a pas très longtemps. Ça vaut peut-être le coup qu'on s'y replonge aujourd'hui. Oui, en effet, Marc. C'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, la location saisonnière. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas a rebondi là-dessus. Parce que elle s'est beaucoup développée ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un des pays les plus touristiques du monde et que y a beaucoup de gens qui se disent que ça pourrait être pas mal d'arrondir ses fins de mois en louant son logement. Alors il y a quand même quelques règles à respecter et puis tout un tas d'aspects pratiques à prendre en compte avant de se lancer. Et donc en effet, on va essayer d'expliquer tout ça à Nicolas. Alors pour démarrer. Merci. Pour démarrer, Nicolas, il faut déjà vous assurer que vous avez le droit de louer en location saisonnière dans votre commune. Vous louez où, Nicolas ? D'accord, j'habite à Hyères, dans le Var. Ok, alors je vais expliquer tout pour tous les auditeurs, mais vous avez de la chance parce qu'à Hyères, on n'a pas trop de problèmes. Bon. Mais donc, en gros, la réglementation, c'est quoi ? C'est que quand on loue sa résidence principale, c'est simple, on a le droit de la louer 120 jours par an sans besoin d'autorisation particulière. On a le droit de la louer donc 120 jours par an. Si c'est pas votre résidence principale, là ça peut se corser puisque c'est souvent beaucoup plus strict. Il y a notamment pas mal de villes dans des zones très touristiques, mais aussi des grandes villes. Évidemment, on parle beaucoup de Paris en tête, mais il y a beaucoup de grandes villes comme Aix-en-Provence, comme Lyon, comme Bordeaux. Enfin, il y a de plus en plus de grandes villes qui réglementent, et puis beaucoup de communautés de communes ou de petites communes même qui réglementent sur des zones très touristiques. Pourquoi ? Parce que la location saisonnière, elle a un impact sur le marché de la location classique et que les locaux ont souvent de plus en plus de mal à se loger en location classique. En conséquence, il se passe quoi ? Il y a beaucoup de maires qui mettent en place des réglementations. Alors ça va de la déclaration obligatoire en mairie au changement d'usage pour passer à un usage commercial, avec parfois des quotas d'autorisation. Par exemple, à Saint-Malo ou à Annecy, il y a des quotas d'autorisation de location saisonnière. Voire, le pire, c'est à Paris, avec des obligations de compensation qui sont quasi impossibles à tenir. Donc la première démarche à effectuer pour nos auditeurs qui voudraient passer en location saisonnière, c'est de se renseigner auprès de leur mairie sur les règles locales et pour s'assurer qu'ils ont bien le droit de louer. Dans votre cas, à Hyères, je l'ai dit, vous avez de la chance, il n'y a pas besoin, vous avez besoin d'une télédéclaration, mais la mairie d'Hyères est assez ouverte et assez souple encore sur le sujet et vous avez le droit de louer. Alors, Laetitia, si on est dans les clous d'un point de vue légal, par où on commence ? Alors, évidemment, qui dit location saisonnière dit location meublée. Quand vous allez accueillir des touristes, c'est quand même important qu'il y ait des meubles, qu'il y ait un peu d'équipement. Donc, il faut vérifier que tout est en condition, je dirais, pour accueillir ces locataires et s'assurer qu'ils seront satisfaits parce que souvent, ils vont vous laisser des appréciations. Et ces appréciations, elles sont évidemment quand même aussi conditionnées par le confort. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de louer quelque chose de grand luxe, mais il faut qu'il y ait de l'équipement. Alors,
Il n'y a pas de liste légale en location saisonnière à la différence de la location meublée classique. Mais donc on l'a dit, il faut qu'ils arrivent et qu'ils posent leurs valises. Donc je ne vais pas vous faire toute la liste des meubles. Évidemment, il faut des lits, des chaises, des tables, etc. Il faut de la vaisselle, il faut du linge. Alors c'est pas obligatoire le linge, mais moi je vous recommande de le fournir parce que c'est ce que recherchent aujourd'hui de plus en plus les locataires. C'est un vrai plus, quoi. Bien sûr, ça évite qu'ils emmènent dans leur valise leur housse de couette et leur tête d'oreiller. Il faut également prévoir des équipements électroménagers. Alors en général, on les a, surtout quand c'est sa résidence principale qu'on met en location, mais il y a par exemple des équipements qui sont assez recherchés aujourd'hui par les vacanciers. C'est le lave-vaisselle, le lave-linge. Quand on est en vacances, on n'a pas envie de laver ses chaussettes à la main, ni de faire sa vaisselle. Il faut penser aussi évidemment à tout ce qui est petit électroménager pour la vie pratique. Et puis un élément indispensable aujourd'hui, c'est le Wi-Fi. Voilà. Aujourd'hui, la base, même quand les gens partent en vacances, ils ont besoin de pouvoir se connecter, soit pour le travail, parce qu'ils regardent comme un peu leur mail, soit parce qu'ils ont des ados et que c'est parfois compliqué de les occuper sans Wi-Fi. Voilà. Pour faire diversion. Et d'ailleurs, Laetitia, vous avez même oublié, mais je crois qu'il y a le balai est obligatoire. Balai est obligatoire. Oui. En tout cas, il faut que les gens puissent faire le ménage, ça c'est certain. Alors, j'imagine que le tarif qu'on va appliquer dépend justement du niveau d'équipement et des prestations. En effet, globalement, le tarif de votre location, il va dépendre de plusieurs éléments. C'est le type de logement que vous proposez, sa superficie, le nombre de couchages, ça c'est un critère important, et la qualité des équipements. Il y a aussi l'emplacement. Si vous êtes près d'une plage ou vous avez une belle vue, en effet, vous l'aurez plus cher que si vous êtes à 500 mètres ou à 2 km de la plage. Et puis, ce qui va aussi influencer le tarif, c'est les services annexes que vous proposez. Par exemple, si vous incluez le ménage ou s'il y a un pisciniste qui vient nettoyer la piscine une ou deux fois par semaine. À condition d'avoir le droit d'être dans un département où vous aurez le droit de la remplir. Alors, Nicolas, cet été, vous avez entendu. En effet. Cette semaine, les Pyrénées-Orientales, ne sera pas possible. En effet. Donc voilà, pour fixer votre tarif, vous regardez ce qui est proposé sur le secteur avant de définir votre tarif parce qu'il faut que vous soyez cohérent avec vos concurrents locaux. Et ça, c'est important parce que sinon, vous n'aurez pas d'appel, pas de contact. C'est ça. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a des notions de saisonnalité. Bon, là, ce que vous évoquiez, vous, c'est l'été. Donc, en général, l'été, en particulier quand on loue en juillet-août, on est plutôt en tarif haute saison. Il faut regarder. De mon côté. Voilà, il faut regarder combien vos concurrents locaux louent pour fixer votre prix. Et ça, je le précise la saison parce que, par exemple, les gens qui louent en montagne vont louer plus cher l'hiver que l'été. Parce que c'est plus recherché l'hiver que l'été. Voilà. La demande est plus forte. Exactement. Rapidement, comment ça se passe pour les réservations et le contrat, tout ça? C'est encore après l'annonce. Ça va dépendre du site sur lequel vous proposez votre annonce, puisqu'il y a parfois des plateformes de réservation, vous réservez en ligne. Chez nous, chez PAP Vacances, le propriétaire contacte directement, le locataire contacte directement le propriétaire. Ça permet qu'ils échangent avant la réservation. Et ça, c'est important parce qu'il y a souvent pas mal de questions. Les gens aiment bien échanger avant. Je précise que le contrat n'est pas obligatoire en location saisonnière, mais que moi, je recommande fortement d'en faire un parce que c'est ce qui va régir les relations entre le propriétaire et le locataire. C'est plus carré. C'est plus carré. Et surtout, en cas de désaccord, à un moment donné, ça arrive rarement, mais parfois ça arrive malheureusement, c'est le contrat qui va faire foi. Voilà. On espère que ça va bien se passer. Nicolas, est-ce que ça vous a éclairé tout ça? Oui, tout à fait. Merci pour la clarté des réponses. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, s'il vous plaît? Allez-y. Mon logement fait partie d'une copropriété de 60 appartements. J'aimerais savoir si j'ai besoin de l'autorisation de ma copro pour mettre mon appartement en location saisonnière. Alors ça, pardon. Le verdict de Laetitia. Il faut que vous regardiez le règlement de copropriété ou que vous vous adressiez à votre syndic, mais normalement c'est indiqué sur votre règlement de copropriété. Ou si c'est postérieur à l'établissement de ce règlement, dans les comptes rendus d'AG, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de copropriétés qui réglementent ça parce que ça crée un certain nombre de nuisances. Donc il faut en effet que vous le vérifiez. Vous entendez bien avec le syndic ou pas, Nicolas? Oui, tout à fait. Il y a une AG de copro dans pas longtemps, mais je pense que c'est un sujet qui va être à l'ordre du jour. Eh bien, je compatis pour vous. C'est vraiment un moment merveilleux à passer. Ça, tous les copropriétaires nous le racontent. Ils sont absolument unanimes là-dessus. C'est bien la seule chose sur laquelle ils arrivent à se mettre d'accord, d'ailleurs. C'est qu'ils n'aiment pas les assemblées de copro. Merci beaucoup, Nicolas. Bon courage. Merci à vous. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Bonne journée à vous, Nicolas. Vous tous qui nous écoutez, faites comme lui. 0826 300 300. Une question, un problème à résoudre. Laetitia Caron est là pour vous aider chaque semaine. Tout de suite, on déménage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne crédit immobilier.
Simulez combien vous pouvez emprunter sur Preto.fr. Et quand on est content d'avoir déménagé, on peut aussi emménager. Place au bien coup de cœur avec vous, Marc. Oui, Laetitia, j'étais un petit peu rapide. On part où ce matin? Alors, on part où, Marc, ce matin? Ah bah oui, hein. On va très exactement Sur à un fleuve. Neuilly-sur-Marne. Donc je vous surprends, Neuilly-sur-Marne, mais surtout je vais vous surprendre parce qu'on va voir une péniche. Je vous emmène sur une péniche, Super. Marc. Ouais. Sur la Marne. Sur la C'est Marne. la première exactement. fois d'ailleurs qu'on présente une péniche dans les coups de cœur. Eh ben oui, et vous allez voir que ça peut valoir le coup d'acheter une péniche. D'abord parce que c'est souvent moins cher quand on est sur des secteurs là. En effet, Jean-Marie, vous évoquiez la Marne, à Nogent-sur-Marne ou dans le cas ou Neuilly-sur-Marne, tous ces coins-là, on est quand même sur des prix au mètre carré qui sont assez élevés. Tout à fait. Et ben le prix d'une péniche en proportion est moins élevé, donc ça peut valoir C'est le moins coup. cher de vivre dans une péniche. Absolument. Les places sont limitées, donc là, faut pas hésiter à regarder parce que c'est rare d'avoir une péniche à vendre. C'est agréable une péniche. Vous êtes au milieu de la nature, vous avez le clapotis de l'eau. C'est plutôt pas mal. Faut s'y plaire. C'est quoi comme surface? Alors, c'est une péniche qui fait 50 mètres carrés, qui n'est pas une énorme péniche, mais qui est une péniche qui peut tout à fait convenir soit à un jeune couple, soit à des retraités. Il y a de plus en plus de retraités qui achètent des péniches parce que c'est un mode de vie un peu atypique. Souvent, il n'y a plus d'enfants à la maison, donc on peut se permettre d'avoir un logement un peu moins grand. Il y a moins de charges aussi. Là, c'est une péniche, donc 50 mètres carrés. Elle a été entièrement rénovée en 2021. Elle a surtout une très belle terrasse de 30 mètres carrés parce que c'est aussi l'avantage d'une péniche, c'est que vous avez un extérieur. C'est ça. Une grande pièce à vivre, une chambre, climatisation réversible de 2021, donc tout est récent. On est bien. Voilà. On est bien, c'est bien isolé. Ça coûte combien? Ça coûte 190 000 €. Si je compare justement avec un logement à peu près de la même superficie à Neuilly-sur-Marne, on serait plutôt aux alentours de 220 à 250 en fonction du niveau de prestation. Ouais. Donc c'est une affaire plutôt que vous nous conseillez. C'est une belle affaire pour des gens qui seraient intéressés pour ce genre de mode de vie. Mais écoutez, merci beaucoup Laetitia. Tout de suite, on poursuit nos coups de cœur avec notre partenaire Viagimo. Cette semaine, Marc, on part dans la Drôme. Exactement, à Livron-sur-Drôme, précisément à la confluence du Rhône et de la Drôme. Livron est une charmante petite ville qui offre un cadre de vie exceptionnel. Elle regorge de trésors insoupçonnés, ses ruelles dans le bourg perché qui surplombe la ville, son plan d'eau, c'est au fil de l'eau, on peut flâner. Et il y a même la tour du diable, qui est les derniers vestiges du château qui date du XIe siècle. Alors c'est ici, à Livron-sur-Drôme, que se trouve une maison d'environ 140 mètres carrés et un terrain de 600 mètres carrés. Le bien se compose d'un salon, d'une cuisine aménagée et fermée, de 4 chambres et d'une salle d'eau. C'est pas mal. C'est quoi les conditions de cette vente en viager? Eh bien, cette maison d'une valeur vénale de 250 000 € est vendue en viager occupé. Après avoir versé un bouquet de 80 000 €, vous paierez une rente mensuelle de 313 € exactement, au profit d'un couple de 75 ans. Mais écoutez, c'est dans un coin magnifique, ça donne envie. En tout cas, merci Marc. On retrouve d'ailleurs cette annonce sur le site de notre partenaire viagimo.fr. Et on poursuit avec Audrey Mulat de l'agence Évidence Immobilier à Montpellier. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Alors, Audrey, vous avez un coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Oui, je vous emmène à Juvignac. Juvignac, c'est une commune qui est limitrophe à Montpellier et donc qui bénéficie de tous les avantages d'être à proximité d'une ville comme Montpellier. Et dans Juvignac, on va être dans un quartier vraiment résidentiel avec le tramway accessible à pied, à moins de 5 minutes à pied, et toutes les commodités pour une vie familiale, donc école, bien entendu, pharmacie. Il y a même un intermarché à proximité, boulangerie. Il y a un intermarché à proximité. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce quartier ? Alors là, je vous présente une maison très familiale, une maison T5 qui est sur une parcelle de 425 mètres carrés. La maison fait un petit peu plus de 110 mètres carrés, donc c'est vraiment un produit très familial. Un produit qu'on peut en plus encore agrandir pour avoir un très grand séjour ouvert et très lumineux, ouvert sur l'extérieur. On est sur une parcelle qui est piscinable, donc idéale pour les familles, et on compte 4 chambres spacieuses avec rangement. Donc vraiment le produit idéal pour les familles. Le prix de ce bien, Audrey ? Alors là, on est sur 377 775 €, c'est très précis, Marc. Ah bah oui, il manque plus que les centimes. Hein. Voilà, il faudra juste noter qu'il y a des travaux de réhabilitation à faire sur cette maison, mais c'est l'intérêt de ce bien, c'est qu'on peut le mettre totalement en son goût, et autant dans l'agencement des pièces que dans la décoration. Eh ben écoutez, c'est super Audrey. Tenez-vous bien parce qu'on arrive. Hein. Je sais que je vous le dis tous les samedis, mais on va bien finir par arriver et par emménager à côté de chez vous. Merci beaucoup Audrey Mulat. On vous attend.
Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous, Marc Ezrati également, et Oui. Laetitia Caron. Je rappelle qu'on se retrouve samedi prochain sur Sud Radio pour un nouveau numéro dont parle l'IMO. D'ici là, 0826 300 300. Vous avez une question, un problème, on est là pour vous aider. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.